Au lendemain de l'attaque perpétrée contre les forces de défense et de sécurité, les populations restent sereines et vaquent à ces occupations. Le constat est fait par l'une de nos équipes de reportage qui a fait le tour de la ville. On dénote un grand sentiment de patriotisme et un soutien indéfectible à l'endroit de nos femmes. Des chercheurs et experts des questions climatiques et hydrologiques des pays de l'Afrique de l'Ouest réunis à Bamako. Objectif renforcer leur capacité de maîtres formateurs et d'acteurs de référence dans la mise en place des villages intelligents face au climat. Le RTM Kidal tient sa semaine culturelle et sportive. L'initiative enregistre une adhésion totale des populations avec comme but ultime consolider la paix et le vivre ensemble à travers la région. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec nos correspondants sur place, Sidi El Midi, Ag Al-Baka et Moussa Togo. Bonsoir à tous. Nous sommes mercredi 18 septembre, jour de Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, président de la transition, colonel Assimi Goïta. Pour la lecture du communiqué, j'ai à mes côtés ce soir Ibrahim Djombele. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, Nyanya Lou Traoré. Alors, on vous écoute. Merci à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement signé ici à Bamako le 22 juillet 2024 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement et pour le financement du projet promouvoir la résilience du système de santé inclusif pour tous, Aris Kenya Yiriwali au Mali. Par cet accord, l'Association internationale de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 93 300 000 euros, soit 61 201 40 010 francs CFA pour le financement du projet promouvoir la résilience du système de santé inclusif pour tous, Kenya Yiriwali au Mali. La mise en œuvre de ce projet permettra d'améliorer l'accessibilité et l'utilisation de services essentiels de qualité en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescente et nutritionnelle et de renforcer la préparation aux situations d'urgence sanitaire dans la région de Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et dans la commune 6 du district de Bamako. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant loi des finances pour l'exercice 2025. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 est préparé en application de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013 modifiée relative aux lois de finances. Les prévisions de recettes budgétaires pour l'exercice 2025 s'élèvent à 2648,900 milliards de francs CFA contre 2387,872 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectifiée 2024, soit une augmentation de 261,28 milliards de francs CFA correspondant à une hausse de 10,93%. Les prévisions des dépenses budgétaires pour l'exercice 2025 s'élèvent à 3 229,886 milliards de francs CFA contre 3 070,740 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectifiée 2024, soit une hausse de 159,146 milliards de francs CFA et un taux de progression de 5,18%. Le budget d'État 2025 présente un déficit global de 580,986 milliards de francs CFA contre 682,869 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectifiée 2024, soit une diminution de 14,92%. B. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La Direction générale nationale du Trésor et de la comptabilité publique a été créée par ordonnance numéro 02030 du 4 mars 2002
avec pour mission l'exécution du budget des organismes publics et parapublics, la gestion de la trésorerie publique, la gestion comptable du portefeuille de l'État, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique financière et monétaire de l'État, le suivi, la mise en œuvre et l'élaboration de la politique de l'État en matière d'assurance. Son organisation, ses modalités de fonctionnement et son cadre organique sont fixés respectivement par le décret numéro 02-127 PRM du 15 mars 2002 et le décret numéro 02-238 PRM du 10 mai 2002. L'application de ces textes a révélé des insuffisances liées notamment à l'évolution de l'environnement de l'administration publique et la non prise en compte des innovations introduites par les normes communautaires et internationales en matière de comptabilité publique. Les projets de textes adoptés érigent la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique en direction générale en vue de corriger les insuffisances révélées et de prendre en compte les nouvelles normes communautaires. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, le www.sgg-mali.ml, et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État, chargé de relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Après la remise de son rapport annuel 2023 au président de la transition, chef de l'État, et aux institutions de la République, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation avec l'implication du ministère de la refondation de l'État a effectué des missions de restitution du rapport dans les régions, le district de Bamako ainsi qu'à l'extérieur du pays, à l'intention de nos compatriotes établis au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sénégal. Conformément au plan opérationnel du ministère de la Refondation de l'État au titre du deuxième semestre 2024, le comité de suivi des plans d'action sectorielle et de la refondation de l'État a tenu une réunion en vue de valider les termes de référence de la formation, des points focaux du cadre stratégique de la refondation de l'État et de préparer la prochaine rencontre du comité stratégique de pilotage de la refondation de l'État. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel tenue le 16 septembre 2024 ici à Bamako. La réunion ministérielle avait pour objectif d'identifier les actions et mesures pour la mise en œuvre des activités en vue de la coordination de l'action diplomatique. Elle a examiné et amendé les propositions des hauts fonctionnaires concernant l'actualisation du pilier diplomatie de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel. À l'issue de la rencontre, les ministres ont adopté des mesures et valider des actions concourant à la mise en œuvre du volet diplomatie de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel. Ils ont convenu de la mise en place des mécanismes de coordination de l'action diplomatique. Les ministres ont par ailleurs salué les annonces fortes de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, au peuple de l'AES à l'occasion de l'an 1 de la charte de Liptako Gourmand. En marge des travaux, les ministres ont été reçus en audience par le chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. B. Des conclusions de la participation du président de la transition chef de l'État au Forum de coopération sino-africain. Du 1er au 6 septembre 2024, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a participé à la 9e session du sommet du Forum de coopération sino-africain tenu à Beijing, en République populaire de Chine, accompagné d'une délégation comprenant des ministres, des hauts fonctionnaires et des responsables d'établissements publics. Le chef de l'État a participé aux différentes séquences du sommet de Beijing. Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a notamment co-animé la première conférence thématique du forum sur le thème « Renforcer les échanges d'expériences en matière de gouvernance et d'explorer les voies de modernisation ». À cette occasion, le chef de l'État a partagé l'expérience du Mali en matière de réforme politique et économique et a souligné la nécessité de faire face à la crise de la gouvernance mondiale, particulièrement les institutions financières internationales. Le chef de l'État a rencontré de nombreuses personnalités, y compris
Les présidents de la Mauritanie, du Kenya, du Togo, de la République centrafricaine. Il a également eu un entretien avec son Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Cet échange a permis aux deux chefs d'État de réaffirmer leur engagement à renforcer les relations bilatérales entre le Mali et la Chine. À cet égard, ils ont salué l'élévation de leur partenariat au rang stratégique, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération. Il a été convenu que son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, effectue à une date à convenir par voie diplomatique une visite d'État en République populaire de Chine. Le séjour du chef de l'État à Beijing a aussi été marqué par des rencontres avec les sociétés chinoises opérant au Mali et par des rencontres de la délégation malienne avec des opérateurs économiques chinois. Au terme de sa visite à Beijing, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a rencontré la communauté malienne établie en Chine. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction citoyenne et de la construction de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la tenue de la finale de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui est à sa 4e édition, est une compétition de football dont l'objectif est de raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre les jeunes et de renforcer les relations avec les institutions de la République à travers le sport. La compétition regroupe, en plus de la présidence du gouvernement et du Conseil national de transition, les équipes des ligues régionales de football de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et du district de Bamako. La finale de l'édition 2024 qui opposera les équipes du Conseil national de transition et de Koulikoro est prévue le 20 septembre 2024 au stade Mamadou Konaté sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement et en présence des ministres chargés des sports du Burkina Faso et du Niger. B. Du sacre continental de nos deux équipes nationales U18, filles et garçons, lors des championnats d'Afrique de basketball en Afrique du Sud et de l'équipe tri-hommes au championnat africain de gymnastique aérobique en Égypte. Les championnats d'Afrique de basket filles et garçons se sont joués du 1er au 14 septembre 2024. Ces championnats se sont soldés par le sacre des équipes nationales U18 filles et garçons en battant en finale respectivement le Nigeria et le Cameroun en plus de leur qualification à la Coupe du Monde U19. Par ailleurs, au niveau individuel, chez les filles, Oumou Koumaré a été désignée meilleure joueuse, meilleure marqueuse et meilleure tripointeuse du tournoi. Au niveau des garçons, Youssouf Mambi Traoré a été désigné meilleur joueur du tournoi. Pour ce qui concerne le 18e championnat africain de gymnastique aérobique tenu du 15 au 18 septembre 2024 en Égypte, l'équipe nationale de gymnastique aérobique a remporté 3 médailles d'or et une médaille de bronze et s'est classée première. Ces prestations exceptionnelles de nos équipes nationales honorent une fois de plus notre pays. Ces résultats sont la suite logique des efforts que déploient les différentes fédérations pour la promotion et le développement de cette discipline avec l'accompagnement soutenu de l'État. Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres des conclusions de la mission effectuée sur l'île de Sal au Cap-Vert du 10 au 16 septembre 2024. Sur invitation du gouvernement capverdien et de l'Organisation internationale pour la migration, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a pris part aux travaux de la conférence internationale sur l'élaboration du futur programme d'action pour l'engagement mondial de la diaspora. Cette conférence, qui a rassemblé des représentants d'une vingtaine de pays issus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Océanie, avait pour principal objectif de lancer l'Alliance mondiale pour les politiques de la diaspora. La participation du Mali à cette conférence a permis de partager les efforts du gouvernement dans le domaine de la migration, de discuter avec les partenaires sur nos priorités aussi, de réaffirmer l'engagement des plus hautes autorités de notre pays pour une gestion efficace et cohérente des enjeux migratoires.
Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres de la célébration des Journées mondiales de l'habitat et des villes, édition 2024. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célébrera les Journées mondiales de l'habitat et des villes, respectivement les 7 et 31 octobre 2024. Les thèmes retenus sont engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur, les jeunes à la tête de l'action climatique et locale pour les villes. Les journées commémoratives mobiliseront sous forme de conférences débats des experts nationaux et étrangers autour des problématiques du sommet, dont, entre autres, les inondations, la canicule, les jeunes face aux défis urbains et le financement des projets urbains. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 29e édition du mois de la solidarité de lutte contre l'exclusion. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été institué par décret numéro 468 PRM du 27 septembre 2001. Alors, on va reprendre. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été institué par décret numéro 468 PRM du 27 septembre 2001. Voilà, c'est clair maintenant. Et on continue. Le thème retenu cette année est donc la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. Le programme se réalisera autour de 4 semaines thématiques: la semaine des personnes âgées, la semaine de la femme et de l'enfant, la semaine des personnes vivant avec handicap, la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Les activités prévues pour cette édition contribueront en général au renforcement des actions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale des groupes cibles, au raffermissement de la paix et de la cohésion sociale et en particulier à l'assistance aux sinistrés des inondations. La visite du président de la transition, chef de l'État, à la doyenne d'âge du district de Bamako marquera le lancement des activités qui s'étaleront jusqu'au 31 octobre 2024. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Et c'est tout pour ce Conseil des ministres, Nyanya Alou Traoré. On va vous laisser souffler un tout petit peu parce que je vais vous garder avec moi sur ce plateau. Nous avons des communiqués également à lire par rapport à l'attaque perpétrée. Merci Ibrahima Djomeli. Donc à tout de suite. Au lendemain donc de l'attaque perpétrée contre les forces de défense et de sécurité, les populations restent sereines et vagues à ces occupations. Le constat est fait par l'une de nos équipes de reportage qui a fait le tour de la ville. On dénote un grand sentiment de patriotisme et un soutien indéfectible à l'endroit de nos FAMA. Les Maliens les encouragent et s'y tiennent comme un seul homme derrière nos hommes à tenue. Nous allons retrouver au cours de ce journal le reportage de Tamsir Diabaté, Oumar Traoré et Astan Satourou Diabaté. Alors, je vous propose de revenir sur ces propos du président de la transition face aux Maliens établis en Chine le 6 septembre dernier concernant la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État disait en ces termes que le terrorisme est un combat de longue haleine. Colonel Assimi Goïta d'ajouter que la lutte contre le terrorisme n'est pas négociable et sera menée jusqu'au bout. Ibrahima Traoré, reportage. Calme et sécurité à Bamako au lendemain d'une attaque terroriste. De plus en plus acculées par les FAMA, les forces du mal ne manquent pas d'occasion pour faire parler d'elles. Leur nouveau modus operandi, commettre un crime et balancer les images sur les réseaux sociaux. Malheureusement, certains médias et citoyens lambda s'adonnent à relayer leur propagande pour démoraliser, j'allais dire, terroriser davantage. Pourtant, le 6 septembre dernier, à Beijing, en Chine, le président de la transition attirait l'attention en rappelant aux Maliens le vrai visage du terrorisme. Klegelen brate ibi se ka santa la fila klegelen abni ka santa ngi bolo ba ko ma foiki mais ora ka to mais fo mo ko do famnya mais abeban at sigi mo sigi siga tiro abeban
mais limana do ani cɛsiri do parce que u b'a bila de la hali ka da sigi sen ka di ka da la tellement i bɛ siran o de terrorisme u b'a bila ka di tigɛ hali ka da tɛ se ka bɔ i bɛ bɔ de o i bɛ bɔ de siran kana kɛ cogo ka mɔgɔ kana siran. La population a un rôle crucial à jouer dans cette lutte contre le terrorisme, a insisté ce jour-là le chef de l'État qui réitère son appel à une franche collaboration avec les FAMA. O y'a to a fɔ toujours population ka sɔrɔsiw dɛmɛ a baara la terrorisme tɛ dinɛko tɛ mɔgɔ min b'a fɛ ko dinɛko tɛ caman bɛ terrorisme u tɛ seli yɛrɛ ɲɛdɔn mais politique baara de don terrorisme politique baara don parce que fɛn min don mɔgɔw bɛɛ t'a faamuya donc ka jamana déstabiliser terrorisme de don mais mɔgɔ de b'a kɔfɛ o y'a to fɛn tɛ k'i b'a négocier quoi u tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ u bɛ taa yɔrɔ dɔ attaquer yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ordre d'u ma taa tigi dɔn ma dege o ɲɛ yɛrɛ la o bɛ laban cogo di ti laban donc fɛn min don fo mɔgɔw k'o faamuya an b'a kɛlɛ kɛ de don dɔ bɛ gɛlɛya don dɔ bɛ nɔgɔya an b'a kɛlɛ kɛ dɛ mais sifilakaw nɔgɔ t'a la dɛ nin y'an ka kɛlɛ de sala diɲɛlatigɛ fɛn sugu dɔ fo mɔgɔw k'o faamuya mɔgɔ tɛ ka sɔn o de ma fo an ka sɔn o de ma fo an ka sɔn dɔ ka gɛlɛya de kɛ quoi dɔ kana a mɔlen sɔrɔ quoi changement sini tɛ sinikɛnɛ tɛ sisan de don dɛ c'est mental. La situation appelle ainsi à plus d'union autour de la patrie. Sur le terrain, les FAMA rassurent que rien n'entamera leur détermination. L'ennemi sera mis hors d'état de nuire pour la paix et la stabilité au Mali, conviction de la hiérarchie militaire. On va retrouver notre équipe de reportage conduite par Tamsir Diabaté qui a fait le constat en ville aujourd'hui. On dénote, comme je l'ai dit tout à l'heure, un grand sentiment de patriotisme et un soutien indéfectible à l'endroit de nos FAMA. Les Maliens les encouragent et se tiennent debout comme un seul homme derrière nos hommes en tenue, les populations qui sont là depuis le début de la lutte contre le terrorisme. La cohésion entre le peuple et son armée prend son envol au lendemain des événements du 18 août 2020. Le peuple malien a exprimé son soutien indéfectible à son armée pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ se veut une forme de conscience sociale qui prend sa source dans la réalité. Cette réalité s'appelle la souveraineté retrouvée. Pour regagner sa souveraineté, le peuple et son armée optent pour la refondation, réaffirmant ainsi sa résistance et son attachement à son armée le 14 janvier 2022. À la suite de la sanction de la CEDEAO et de l'UOMA contre le Mali. Je suis prêt à mourir pour la patrie. Et la sauvegarde de la patrie n'a pas de prix. Nous sommes obligés d'être là parce que le pays est en danger, parce que notre honneur, notre dignité sont concernés. On soutient l'armée parce que c'est la seule armée qu'on a. Donc on la soutient jusqu'à Fosaya. La cohésion entre le peuple et son armée se consolide et se précise à la suite de la reprise historique de Kidal le 14 novembre dernier. Notre soutien, notre accompagnement et notre bénédiction aux FAMA. C'est vraiment la souveraineté retrouvée après 11 ans d'absence. Notre armée, la vaillante armée malienne, l'armée la plus professionnelle, l'armée la plus courageuse, vient de libérer les populations en otage. La guerre n'est pas un processus linéaire, elle est faite de haut et de bas, surtout celle dite asymétrique. Le peuple malien en est conscient. C'est pourquoi
Pendant et au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée contre les forces de défense et de sécurité à l'école de gendarmerie et à l'aéroport, nos intervenants appellent à préserver cette cohésion historique qui contribue véritablement au maintien de l'unité de la patrie. Et cette cohésion entre le peuple et son armée semble garante de la sécurité et de la stabilité du pays. Je soutiens mon armée malienne, tout porteur d'uniforme malien, je le supporte à 100%. Moi, mon âge est déjà avancé, sinon j'allais m'intégrer dans l'armée même. Je le supporte parce qu'ils sont en train de faire un travail énorme que tout le monde veut entendre. Tout le monde était là, tout le monde entier était au Mali ici. On n'avait pas récupéré Kidal. On est trop fiers de notre armée. C'est Mali est jamana moye jamana koroba do Mali est jamana moye dambe jamana do. Est-ce qu'il y a femme? Ou anga chede munumbe shuni clé. An delemula wan seliko tan kelimpe mbe kumani ala de che. Mbe dugo ka anga chedoni. Zenia amba daga sunoko. Waldo ne balaga sakungo kono do de fana de jome ani tasma che na malaga sunoko. Mba soutenu wambe sanofa ala mashiri. Depuis nous nana an islam ga sira nyando. Do an fana mu ko bi fo ka ta se an fana ga se an mu ko bi fina mu ko an fana be dugo ko yan se ko de mayira la. U jojo rom na ni ni ma bon ni ko nga fo ba fo amano ko u jojo rom na u joro tsika temenga ko u ka jo fa chesirka u be tablo nga no mo yelama ko ne ambu ko su ambu ko kle ko mais ne fena même fo ka faraka ni nga karamo ka fota ka sena sécurité u ka do faraka libi u ka patrouille ko nge 21 jusqu'à 5h du matin. Le peuple réaffirme son soutien à son armée pour encore porter haut la voix du Mali et propulser la nation vers le progrès, la sécurité et la stabilité. Ce vieillard est convaincu de cela et jette son dévolu sur la jeunesse pour un avenir radieux. Ñenama ni baki cesri munun cesri ledu ibido okasi ibido centre ka ko dofro ka cesri ka ango be mina o bebe dimission aka jaka be kelima ge euro bendi euro atse mo la Voilà, un rappel des liens qui unissent les populations à ces femmes. Je me retourne vers vous encore une fois. Ibrahim Djombeli, nous avons reçu beaucoup de communiqués qui condamnent cet acte barbare. Alors, nous allons commencer avec la première séquence des communiqués. Oui, tout à fait, Nyanya Loutraoré, suite à donc l'attaque des groupes armés terroristes contre l'école de gendarmerie de Faladié. Nous recevons encore des communiqués à la rédaction, des communiqués de condamnation, des partis politiques, des associations et autres mouvements. Ce soir, il s'agit du M5RP, le MODEC, EDR, le Parti Lumière du Peuple, le Mouvement pour la refondation de la démocratie, l'Alliance Mali-Tagnais, l'IRMA, l'APM, Maliko, le Mouvement africain pour la solidarité, le Parti malien pour la démocratie sociale, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, le Sénat de Faso et Ouattan, ADP Maliba, le PSP, ASMA, l'AJPM, le mouvement des jeunes, leaders politiques et patriotiques du Mali, la convergence, le CDP, Mali Koura, le Parti Lumière pour l'Afrique, l'URD. Le Bureau national des anciens combattants militaires, veuves et victimes de guerre du Mali, l'Association malienne pour la sauvegarde de l'environnement et du climat, l'Association police de proximité, le CADERCA, les Maliens du Congo, Brazzaville, l'association Bozo Kabou, la conférence épiscopale du Mali, l'AMSUNEM, la FENAR, le RENAGEM, l'amicale des anciens professeurs civils du Prytanée militaire de Kati, l'association des militaires retraités de la police nationale, le collectif 5 ans ou plus, la FEMAP, la CNDH.
le collectif des ressortissants du Nord, le cadre citoyen pour le développement, la MDH, la coalition Espoir Jeunesse Commune 6, Appel Mali, le mouvement Ensemble pour le Mamala, l'association pour le développement de la commune de Gouana, cercle de Yanfolila, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, l'association pour le développement du cercle de Bourem, le RECOTRAD, la coalition pour la promotion et la préservation des droits des femmes au Mali, l'association Fanga Demeton, la FENASCOM, l'URTEL, le Conseil général de la tribu El Kel Ansar du Mali, le Conseil régional de la jeunesse du district de Bamako, l'association Irganda, l'amicale des anciens sportifs du Mali, le mouvement patriotique pour un Mali émergent et prospère, l'Alliance soutien Assimi Goïta et enfin la CEDEAO, tous condamnent avec la dernière rigueur cette attaque terroriste et salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Ils invitent et saluent la collaboration de la population et la maison de la presse aussi qui invite les hommes de médias à un traitement responsable de l'événement afin de préserver la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et puis nous avons le Haut Conseil des collectivités donc qui adresse ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur détermination, leur bravoure et leur professionnalisme et surtout la promptitude avec laquelle elles ont déjoué cette énième attaque ignoble et insensée de ces forces du mal et qui cherchent désespérément à déstabiliser notre pays. C'est l'occasion pour l'institution de rendre hommage aux élèves gendarmes victimes de cet acte barbare de notre âge et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Nous avons également le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui porte à la connaissance de l'opinion nationale et des associations et regroupements des femmes que la caravane de soutien aux forces armées maliennes et à la paix, initialement prévue pour le 20 septembre 2024, est reportée à une date ultérieure. La prochaine date retenue fera l'objet de communiquer par ailleurs le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au nom de toutes les femmes du Mali condamne fermement les attaques lâches et barbares des groupes terroristes perpétrés à Bamako. Le 16 septembre 2024, elle salue les forces armées et de sécurité et pour la riposte vigoureuse aux forces du mal et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Elle remercie toute la population du Mali, singulièrement les femmes, pour leur engagement et soutien indéfectible aux femmes et leur attachement à la sécurité, à la paix et à la cohésion nationale. Nous en avons encore un dernier Alou Traoré. Oui. Et je vous passe d'abord la main. Ok, merci. Je propose à nos téléspectateurs donc d'écouter Habib Khan, membre du Haut Conseil islamique du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali a tenu une réunion d'urgence aujourd'hui, une rencontre à l'issue de laquelle il a condamné fermement cet acte barbare. Et Habib Khan nous lit ici la déclaration. Il est au micro de Aridjou Matina. Le Haut Conseil islamique du Mali a appris avec stupéfaction et regret les attaques terroristes perpétrées dans notre capitale le mardi 17 septembre 2024 à l'aube. Le Haut Conseil islamique condamne fermement ces attaques terroristes barbares et inhumaines. Rappelle que l'islam, dans ses grands objectifs, prône la préservation de la vie humaine et des biens matériels. Appelle la population à plus de vigilance et leur demande d'éviter les amalgames et de rester derrière nos autorités. Présente ses condoléances aux familles des victimes civiles et militaires et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Face à ces événements, le Haut Conseil islamique du Mali salue la promptitude de nos forces de défense et de sécurité et la réaction positive de notre population qui a su être vigilant et coopérative. Voilà, c'était là la déclaration du Haut Conseil islamique du Mali. Ibrahima Djombélé, je pense qu'il nous reste encore quelques communiqués à livrer à nos populations.
Tout à fait. D'abord, le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT dans un communiqué déclarent avoir appris avec stupéfaction la tentative d'infiltration par les groupes armés terroristes à l'école de gendarmerie nationale des Faladiers le mardi 17 septembre 2024. Face à cette tentative désespérée de ces individus sans foi ni loi aux objectifs inavoués qui ont voulu endeuiller le peuple malien et s'aimer la confusion, et cela au lendemain de la fête du Mawlud, le Conseil national de transition salue la réaction prompte, déterminée et professionnelle de nos forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de transition, avec rigueur, condamne donc et avec fermeté cette attaque lâche et barbare contre les forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de transition salue la bravoure des héros qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie en ce jour commémoratif du 64e anniversaire de notre gendarmerie nationale qui joue un rôle judiciaire et administratif et participe à la défense de l'intégrité du territoire national. Le Conseil national de transition présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil national de transition apporte son soutien sans faille à nos forces de défense et de sécurité qui, au quotidien, accomplissent avec courage et abnégation leur mission de défense de l'intégrité du territoire national et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le Conseil national de transition salue la résilience de notre vaillant peuple qui a toujours accompagné son armée pendant les moments décisifs de la vie de la nation et appelle tous les Maliens à l'union sacrée autour de notre outil de défense et de souveraineté. Le Conseil national de transition remercie la Confédération Alliance des États du Sahel, les pays amis et les partenaires sincères qui ont également apporté leur soutien au Mali. Le Conseil national de transition exhorte la population au calme, à la retenue, au respect des mesures édictées par les autorités compétentes. Et puis, c'est communiqué, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité qui informe l'opinion publique qui lui a été donné d'une part de voir circuler sur les réseaux sociaux des images sensibles, tendancieuses et sources d'amalgame et d'autre part des documents falsifiés et des informations erronées attribuées mensongèrement aux autorités publiques. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité tient à rappeler que de tels actes sont formellement interdits par les textes pénaux en vigueur au Mali. De ce fait, la diffusion et le partage de telles images ou documents peut exposer à des poursuites pénales. Ces actes qui sont le plus souvent motivés par le désir ignoble de désinformer, de démoraliser, de créer la psychose et la terreur sont constitutifs d'infractions à la loi pénale et passibles de peines d'emprisonnement et d'amende. Par conséquent, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité décide de l'ouverture d'une enquête pour retrouver les présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces faits afin de les traduire devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Tout en rappelant qu'aucun agissement infractionnel ne sera toléré, le procureur en appelle à l'esprit citoyen et patriotique de la population. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous, conclut ce communiqué. Que Dieu bénisse le Mali. Merci beaucoup, Ibrahima Djombele. Nous allons parler du carnet d'audience du chef du gouvernement avec Mamadi Koné et Aliou Touré. C'est en présence du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions et celui en charge de la culture et de ses proches collaborateurs que le Premier ministre a reçu Issa Sangaré, taximan de son État. L'homme a fait la une de l'actualité nationale pour avoir restitué à la délégation malawite 27 passeports et une somme de $3 000, soit 1 800 000 francs CFA qu'elle avait oublié dans son taxi. L'honnêteté, la loyauté et le sens de l'honneur sont des principes auxquels tient beaucoup ces jeunes de 31 ans, père de 3 enfants et natifs de la région de Bougouni. Je suis un taximan. Quand tu trouves la chose d'autrui dans ton véhicule, il faut le lui remettre. Respectons la chose d'autrui. Le message que j'ai pour la jeunesse malienne, c'est que le président de la transition a dit
S'il échoue, c'est la jeunesse malienne qui a échoué. Je n'ai pas été à l'école, mais j'ai toujours ça en tête. Notre pays est confronté aujourd'hui au terrorisme. Si ces 27 passeports n'étaient pas retrouvés, le nom de notre pays allait être souillé. Après avoir remercié M. Sangaré pour cet acte qui honore tous les Maliens, le ministre en charge de la culture dira que Issa Sangaré doit servir d'exemple pour la jeunesse malienne. Pour le ministre de la refondation de l'État, le jeune taximan a déjà joué sa partition dans la refondation du Mali et dans la réussite de la transition. Ce monsieur doit être remercié et félicité au nom du président de la transition, de toutes les autorités de la transition. Parce que les Malikoura que l'on veut faire, le président a l'habitude de nous dire que le Malikoura c'est dans la tête. Tant que dans la tête on n'aura pas changé, le travail va être difficile. Et vous avez montré en un geste, vous venez de donner un grand exemple. Pour l'histoire, pour le présent et pour le futur. C'est un exemple que tout le monde doit suivre. Je suis sûr que les Maliens qui sont au Malawi aujourd'hui, ils sont très fiers de vous. Quand les responsables vont apprendre votre geste, ça va renforcer l'image du Mali qui est déjà forte en Afrique. Ils vont dire qu'au Mali, ce n'est pas seulement les soldats qui se battent, ce n'est pas seulement les jeunes qui gagnent les différents matchs, les coupes, les compétitions, mais il y a aussi les taximans qui font leur travail. Chacun fait son travail. C'est en vue de trouver une solution à la situation critique du fleuve Falémé que l'association des jeunes pour le développement du village de Saboussiré dans l'arrondissement de Sadioula a tenu à rencontrer le Premier ministre. Ce cours d'eau, a encouragé le président de l'association, est aujourd'hui menacé par l'exploitation irrégulière de l'or en violation des lois protégeant la nature. C'est donc un cri de cœur que l'association est venue faire partager avec les autorités. Nous vous demandons de démanteler les installations illégales et de retirer les sables qui obstruent le cours de la Falémé, ainsi que de restaurer les bassins versants et les marigots qui s'y jettent. D'envoyer une mission de haut niveau pour constater les dégâts causés par ces sociétés asiatiques de drague et d'autres orpailleurs venant de la sous-région. D'entreprendre des travaux de restauration et d'aménagement de berges en revégétalisant celles qui ont été dégradées par des orpailleurs et les sociétés asiatiques qui exploitent illicitement notre environnement. D'assurer une protection effective de notre environnement en respectant les lois en vigueur et en sanctionnant les contrevenants. Le Premier ministre, le ministre de la Justice, des Mines, de l'Environnement et le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile ont tous salué la démarche de l'association avant de l'inviter à s'impliquer davantage dans la sensibilisation des populations. Il faut documenter tout ce que vous voyez. L'État a besoin de cela. Faire un mémorandum dans lequel vous récapitulez tout ce que vous connaissez. Vous allez me l'adresser, il aura plusieurs destinations. Je vais l'envoyer à chacun des ministres. Je vais monter une copie au président. L'État va renforcer ses moyens pour mettre fin à cette situation. Mais il ne peut pas aller sans vous. Et les chefs de village, les élus, les maires, les agents de l'administration qui sont impliqués dans ça, l'État va les sanctionner. Tous ceux qui sont dans l'empoisonnement des fleuves et des cours d'eau dans notre population, nous allons les sanctionner. Au sortir de cette audience, on peut dire sans risque de se tromper qu'une nouvelle page s'ouvre dans la lutte pour la préservation de notre environnement. Poursuivons avec les audiences toujours à la primature, cette fois-ci avec l'association Lonisso, conduite par son président Abdoulaye Makalou. À sa suite, les membres du mouvement des jeunes leaders politiques et patriotiques du Mali. Retrouvons Mamari Koné et Aliou Touré. Loyauté, justice et développement, telle est la devise du mouvement des jeunes leaders politiques et patriotiques du Mali. Porté sur des fonds baptismaux en 2020, le mouvement a entamé ses activités en 2021.
À travers cette audience, il s'agit de présenter le mouvement et ses objectifs au Premier ministre. Ces jeunes qui se disent acteurs clés du changement se tiennent à la disposition du gouvernement. Que la transition ne devrait pas prendre fin sans l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État et la forme laïque et républicaine. Et enfin, la mise en valeur de l'hymne national, sans oublier le drapeau national. Le mouvement des jeunes leaders politiques et patriotiques du Mali se tient résolument aux côtés des autorités pour contribuer à la mise en œuvre des réformes nécessaires à la renaissance de notre nation. Nous nous engageons à mobiliser la jeunesse autour des idéaux de bonne gouvernance, de justice sociale et d'unité nationale. En retour, le Premier ministre a salué l'initiative avant d'exprimer la disponibilité du gouvernement à travailler avec les jeunes et toutes les forces vives de la nation. Nous sommes en train de travailler au retour de l'intégrité territoriale du Mali qui est déjà dans nos mains. La souveraineté de notre pays est incontestable parce qu'aujourd'hui nous n'avons besoin de la permission de personne pour aller dans n'importe quel coin de notre pays. Les réformes sont en cours, la nouvelle constitution adoptée, les élections, la date va être fixée. Et donc, on peut dire que globalement, ce que les Maliens demandaient avant le 18 août est en voie de réalisation. Grâce au travail du gouvernement, à l'engagement du président de la transition et à la résilience et au courage du peuple malien. Quelques instants après, le Premier ministre a reçu une délégation de l'association l'ONUSO, conduite par son président Abdoulaye Makalou. L'association est venue présenter au Dr Shogel Kokalamaïga l'initiative de nommer Vacancy Karamoko Kanan, une initiative qui vient en complément des efforts consentis par le ministère de l'Éducation nationale. Et ça consiste à former 100 enseignants du Cap de Djilebougou qui vont bénéficier de cette formation. Il s'agit juste en didactique pour la lecture et l'écriture que les enseignants doivent bénéficier. Le Premier ministre a félicité l'association pour l'initiative avant de l'inviter à en discuter avec le ministre en charge de l'Éducation nationale. Semaine nationale de la réconciliation, nous continuons avec nos reportages découvertes. Ce soir, focus sur l'Agence de développement du Nord du Mali, relevant du département en charge de la cohésion sociale. Cette structure a pour mission principale d'impulser le développement dans les régions du Nord du Mali. Mohamed Kentao, Taïeb Adjawakoui. Soucieux de recoudre le tissu social et rallumer la fibre patriotique afin de panser les plaies entre Maliens et instaurer une paix durable, le gouvernement de transition a initié la Semaine nationale de la réconciliation. Et c'est à travers le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Plusieurs structures relevantes de ce département s'attellent à relever ces défis du gouvernement. Parmi celles-ci, l'Agence de développement du Nord du Mali, dirigée par un jeune cadre nommé seulement en août dernier. L'ADNM est composée d'une direction générale basée à Bamako et une sous-direction dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre des projets et programmes de développement interrégional, d'appuyer les collectivités territoriales pour favoriser l'élaboration de projets et programmes de développement d'intérêt interrégional, de promouvoir une synergie entre les programmes de développement des 5 régions du nord du Mali. L'ADNM entend jouer pleinement son rôle dans le processus de consolidation de la paix, de la cohésion nationale piloté par le ministère de tutelle. À ce titre, plusieurs réalisations sont à son actif depuis sa création il y a 19 ans. Entre 2019 et 2021, l'agence a eu à réaliser 88 adductions d'eau sommaire réparties entre les différentes régions et aussi 3 micro-barrages à Kidal. Nous avons aussi un volet de réinsertion socio-économique des jeunes non-combattants. Et dans ce cadre, l'agence a eu à financer plus de 700 projets de jeunes et dans différents secteurs. Nous avons aussi fait le suivi de grands projets, de grands programmes, notamment le PDD-RN, le programme décennal de développement des régions du Nord. Nous avons aussi fait le suivi du PURD-RN, qui
qui est le programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord. Malgré ses exploits, l'Agence de développement du Nord du Mali peine à réaliser certaines activités. Nous pouvons compter l'insuffisance de ressources pour pouvoir mettre en œuvre nos projets, nos réalisations d'infrastructures dans le Nord. Nous avons aussi l'impossibilité de satisfaire à certains besoins des populations dus à l'insécurité qui sévit dans certaines zones du Nord du Mali. La mobilisation des ressources nécessaires en faveur du développement des régions du Nord et la mise en œuvre d'un mécanisme efficace de coordination et de suivi des projets et programmes évoluant au Nord sont les principaux défis qui se présentent au nouveau directeur général. À ceci s'ajoutent les perspectives qui doivent permettre à l'ADNM d'atteindre ses objectifs. Et ceci à travers la réalisation de plus d'infrastructures socio-économiques de base, la réalisation de plus de projets en faveur de la réinsertion socio-économique des jeunes non combattants, nous donner le moyen de faire le suivi de pratiquement tous les projets évoluant au nord du Mali pour favoriser une synergie des actions menées par les différents acteurs. Le directeur général et ses collaborateurs comptent sur l'accompagnement de l'État et d'autres partenaires techniques et financiers pour atteindre les objectifs escomptés. La PEDP informe et sensibilise des responsables des universités publiques et privées sur le cadre juridique et institutionnel de la protection des données à caractère personnel pour une meilleure gestion des informations dans un contexte de digitalisation de l'administration. Boubacar Babli Touré, compte rendu. Lieu de gestion de flux d'informations des dossiers académiques, des résultats de recherche et des données personnelles des étudiants, des enseignants et du personnel administratif, la protection des données personnelles s'avère plus que nécessaire dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est bien le sens de cette journée d'information et de sensibilisation à l'intention des responsables des universités publiques et privées, une initiative de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Avec l'évolution technologique et la digitalisation croissante des processus éducatifs, ces informations circulent de plus en plus dans des environnements numériques. Cela, malheureusement, accroît des risques de fuite, de mauvaise utilisation ou même de vol de données. Dans ce contexte, il est impératif de s'assurer que ces données, souvent sensibles, soient protégées de manière adéquate conformément à la réglementation en vigueur. Il est très important que nous puissions connaître d'abord les lois, les textes qui régissent ce domaine et aussi faire en sorte que nous puissions respecter ces textes et lois. Cette journée qui porte sur le thème cadre juridique et institutionnel de la protection des données à caractère personnel se tient dans un contexte particulier où notre pays se lance dans une dynamique de digitalisation de son administration. Le gouvernement de la République du Mali, conscient des enjeux liés à la transformation numérique, a déjà pris des mesures significatives pour encadrer cette évolution. La promulgation des lois spécifiques à la protection des données à caractère personnel ainsi que la mise en place d'autorités de régulation en sont les preuves. Il faut cependant la sensibilisation et la formation des différents acteurs de la production et de la gestion des données pour assurer l'effectivité de ces mesures. Au terme de cette journée d'information et de sensibilisation, ces responsables des universités publiques et privées doivent être outillés sur les principes et la nécessité de protéger les données personnelles en milieu universitaire. Les 7 nouveaux préfets de la région de Bougouni installés dans leurs fonctions, c'était à la suite d'une rencontre avec le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Ousmane Ouélé de Bougouni, le commentaire de Jafar Aïdara. Cette remise de matériel composé d'ordinateurs et de bureaux par le gouverneur au préfet marque l'installation officielle des nouveaux préfets de la région de Bougouni dans leurs fonctions. Au total, ils sont 7 nouveaux préfets. Pour nous, c'est le moyen de les aider à mieux s'installer. C'est le moyen, en tout cas, de les inviter à donner le maximum d'eux-mêmes pour la mission à laquelle
ils ont été choisis par les plus hautes autorités de la transition. L'occasion était opportune pour le chef de l'exécutif régional de définir les tâches et les missions assignées au préfet, les défis et les enjeux à relever. Échanger sur les grandes préoccupations du Mali et de notre région, faire un rappel sur les principales missions des représentants de l'État que nous sommes, faire un état des lieux des conditions de travail des représentants de l'État et faire des propositions de solutions par rapport à toutes les préoccupations. Je profite de cette tribune pour exprimer toute la reconnaissance de la population de la région de Bougouni à l'endroit de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Rappelons que la 15e région du Mali est Bougouni. Elle est située au sud-ouest du Mali avec une superficie de 44 184 km² et une population de 1 570 979 habitants. Deux sessions à Koulikoro à l'intention de 150 enseignants sur le concept d'éducation financière. Il s'agit des enseignants du premier cycle et du second cycle. Une initiative du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et l'emploi au Mali. Atoumata Sari. La thématique de l'éducation financière est un pilier essentiel de l'inclusion financière que le contexte économique mondial actuel place au cœur des réformes importantes qui méritent d'être conduites par les gouvernements et les organismes de développement. Les initiateurs de la rencontre sont convaincus qu'une population suffisamment informée et avisée des opportunités et risques financiers contribue fortement au renforcement de l'inclusion financière. L'objectif de ce programme national d'éducation financière, c'est de donner à la population un minimum d'éducation financière qui leur permette d'acquérir des compétences, des connaissances et des attitudes indispensables pour faire des choix éclairés, développer une culture financière adéquate et prendre des décisions appropriées pour leur bien-être dans la société. Au cours de cet atelier, les enseignants seront informés et sensibilisés sur les enjeux de l'éducation financière et sur les objectifs, les résultats du PNLF dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des cours et modules d'éducation financière. Ça permet d'abord de mieux gérer leurs propres ressources, mais aussi ça permet donc d'informer, c'est-à-dire de donner les messages pertinents aux élèves pour qu'eux, à leur tour, ils puissent aussi prendre des précautions nécessaires pour gérer les ressources qu'on met à leur disposition. Cet atelier d'information et de sensibilisation en éducation financière est organisé par le gouvernement à travers le projet promotion de l'accès et l'emploi au Mali PAFEM, en collaboration avec ses partenaires, la Banque mondiale, le groupe de travail sur l'éducation financière. À l'issue des travaux de Koulikoro, les 150 participants des deux sessions pourront servir de relais auprès des autres collègues. Le gouverneur de la région de Ségou visite la 4e cohorte des agents de terrain en formation épidémiologie vétérinaire appliquée. Ils sont 15 agents venus des 10 régions du Mali et apprennent sur comment prévenir et riposter contre les maladies animales infectieuses dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le gouverneur accorde un intérêt particulier à cette formation organisée par la FAO, nous disent Jacqueline Dako et Bakary Traoré. Au total, 15 vétérinaires composant la 4e cohorte de la formation des agents de terrain en épidémiologie ISAVET viennent de démarrer un mois d'échange théorique. L'objectif est de fournir aux agents en charge de la santé animale un paquet de bonnes pratiques en matière de détection des maladies et d'intervention pour sauver des vies et les moyens de subsistance. C'est une formation qui est bénéfique pour les services vétérinaires, mais pour tous les pays et la santé humaine particulièrement. Donc, étant les heureux élus, au nom du directeur national, je vous demande vraiment d'être assidus et impliqués pour assimiler le maximum de choses pendant cette formation théorique. Donc, c'est depuis 2017 que le processus de l'élaboration de ce programme a commencé, qui a été sanctionné par une formation pilote avant qu'on ne passe le relais au niveau des pays afin qu'ils puissent commencer les formations des cohortes. Le gouverneur s'est dit satisfait du choix porté sur sa région pour la formation de cette 4e cohorte.
À la fin de la dite formation, vous aurez la charge, je dis bien la lourde charge, de démultiplier les connaissances ici acquises à vos collaborateurs qui n'ont pas eu la chance d'y participer et d'améliorer la quantité et la qualité des données épidémiologiques collectées sur le terrain. Cette formation de Isavet va durer 4 mois, 1 mois en théorie, les 3 autres en pratique dans les différentes zones d'intervention. La formation sera sanctionnée par un certificat. Autre grand titre de ce journal, notre capitale accueille des chercheurs et experts des questions climatiques et hydrologiques des pays de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, renforcer leur capacité de maîtres formateurs et d'acteurs de référence dans la mise en place des villages intelligents face au climat. Daouda Kouni. Ils étaient une quarantaine d'experts et de chercheurs dans les domaines de climat et de l'hydraulique de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest à prendre part à cet atelier régional de formation sur les méthodes et outils de mise en place et gestion des villages intelligents face au climat. C'est pour mettre un accent particulier sur les aspects méthodologiques des bonnes pratiques dans le cadre de l'utilisation des outils et approche des villages intelligents face au climat que ce séminaire est organisé. Ça vient à point nommé, cette formation. Parce que dans ce contexte, pour continuer à produire, pour atteindre nos objectifs de sécurité alimentaire, il faut développer des mécanismes. Le concept de l'agriculture intelligente face au climat, les principes et méthodes de mise en place et d'opérationnalisation d'un village intelligent face au climat et les méthodes et outils d'identification des technologies et pratiques intelligentes face au climat utilisés dans les villages intelligents dans la prise de décision pour la réduction des risques et l'augmentation de la productivité agricole sont entre autres sujets abordés à Bamako. C'est une formation clé à la main. Clé à la main, ça veut dire quoi? Tout le monde au retour doit en tout cas être prêt à appliquer ce qu'il a appris, à aider la transmission des connaissances telles qu'il les a apprises et également motiver pour que les villages climato-intelligents rayonnent dans nos pays respectifs. On ne manquera pas de déployer des efforts pour que ces approches se multiplient. Mais maintenant, moi, ce que je suis en train de voir, c'est comment les multiplier selon les zones agroécologiques. Parce que vraiment, c'est un cas d'école. Un des moments forts de la cérémonie de clôture a été la remise des certificats de participation pour toute fin utile. Je vous amène sur le sable chaud de la région de Kidal où l'Office de radio-télévision tient sa semaine culturelle et sportive. L'initiative enregistre une adhésion totale des populations avec comme but ultime consolider la paix et le vivre ensemble. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec nos correspondants sur place, Sidi El Medi, Ag Al-Baka, Moussa Togo. La ville de Kidal vient de vibrer au rythme de l'ouverture de la toute première édition de la semaine culturelle et sportive de l'ORTM. Une station qui ne cesse de prêcher la paix, cet événement majeur, premier du genre à Kidal, a rassemblé une foule impressionnante témoignant de l'engouement des populations locales pour la culture et le sport. Elle vise à soutenir et à magnifier les femmes. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une ambiance festive et conviviale où jeunes et vieux se sont retrouvés pour célébrer les valeurs républicaines. Le commandant de la 7e région militaire, en sa qualité de parrain de cette semaine, a salué cette initiative qui va sans aucun doute promouvoir la paix à travers la culture et le sport. L'initiative de la jeunesse éclairée et visionnaire de Kidal, guidée et encadrée par ses leaders, en l'occurrence M. Sidi El Medi Al-Baka, chef de la station régionale ORTM Kidal, dont je salue l'engagement patriotique et les efforts soutenus en faveur des forces armées maliennes FAMA. Participant à cette cérémonie de lancement ce soir, des activités sportives et culturelles, je dirais donc festives, nous nous inscrivons tous ensemble, encore une fois, dans la logique de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale, car le sport et la culture
en sont des vecteurs essentiels. Le gouverneur de la région de Kidal a également exprimé son soutien à cette semaine qu'il a qualifiée d'un moment historique pour Kidal. Il a hautement salué l'organisation de cet événement et encouragé l'ORTM de Kidal à pérenniser cette dynamique qui contribue au rayonnement de la région de Kidal. Toutes mes félicitations et encouragements pour l'initiative de l'ORTM Kidal. Toutes mes félicitations aussi au choix apporté à l'endroit du colonel-major Sagara. Donc je vous souhaite bon vent et que tout le monde gagne. Et si tout le monde gagne, c'est Kidal qui a gagné. Cette première édition s'annonce d'ores et déjà comme une réussite et laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir de la région de Kidal, placée sous les signes de l'unité et de la diversité. Au Niger, à l'occasion de l'an 1 de l'AES, Laouali Moutari Maïnassara revient sur les objectifs de création de l'AES et la mise en œuvre de ces projets à travers nos 3 pays. Jadis unis et séparés plus tard par la mauvaise foi à outrance du colonisateur avec des frontières artificielles et fausses, les peuples du Sahel partageant la zone du Liptako-Gourma se sont enfin réunis pour la même cause, le même avenir pour un destin commun. Créé le 16 septembre 2023 par la volonté des 3 chefs d'État du Niger, du Mali et du Burkina Faso, l'Alliance des États du Sahel AES, devenue Confédération des États du Sahel, comptabilise aujourd'hui 365 jours, soit un an d'existence. Sans trop fouiller dans le passé et sans faire étalage des différentes causes ayant conduit à la création de l'AES, l'on peut juste retenir 2 principaux facteurs. D'abord, le grand écart de conduite de la CEDEAO qui a refusé délibérément de voir la neige en plein hiver à cause de ceux-là qui tirent les ficelles, à savoir les promoteurs de l'impérialisme et du néocolonialisme en Afrique. Ensuite, comment penser et soutenir l'idée de s'attaquer à un peuple avec lequel l'on est censé s'intégrer économiquement et socialement parce que juste ce peuple a fait le choix d'affirmer sa souveraineté. C'est d'ailleurs en toute responsabilité que face au comportement irrationnel des dirigeants de la CEDEAO que les États de l'AES ont décidé du retrait conjoint de leur pays de cette organisation en février 2023. Un an après sa création, l'Alliance des États du Sahel continue sa marche tête haute, poing serré, avec le regard fixé sur les objectifs qu'elle s'est créés. Ainsi, après plusieurs réunions ministérielles à Ouagadougou comme à Bamako et à Niamey, afin de mutualiser les efforts pour un avenir radieux des peuples des 3 pays, Niamey, la capitale du Niger, a abrité le 6 juillet 2024 le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, consacrant ainsi l'institutionnalisation de la Confédération Alliance des États du Sahel. 3 millions de kilomètres carrés environ, c'est la superficie de l'espace AES, un espace dont les sous-sols regorgent d'immenses ressources, l'uranium, l'or, le pétrole et bien d'autres ressources. L'AES en dispose, de quoi susciter la convoitise, d'où la nécessité de fédérer les forces et de défendre cet espace commun. Un clin d'œil sur ce potentiel, c'est avec Franck Ouedraogo et Tanga Kafando. Avec une population de plus de 75 millions d'habitants, soit 24 478 000 habitants pour le Mali, 27 166 000 habitants pour le Niger et 23 628 000 pour le Burkina Faso, l'AES, c'est une population jeune en majorité et l'espace constitue un potentiel marché au cœur de l'Afrique occidentale avec une ouverture sur le Maghreb. L'AES, c'est également une superficie d'ensemble de plus de 3 millions de kilomètres carrés avec une géologie très diversifiée. Il y a des points communs aux 3 pays.
Et ça correspond d'ailleurs aux formations géologiques les plus anciennes, les formations d'âge précambrien, plus précisément paléoprotérozoïque. Et c'est dans ce domaine-là qu'il y a un potentiel important en métaux et surtout l'or. Donc, ce domaine précambrien paléoprotérozoïque, il faut dire pour les 3 pays, la plus grosse part se retrouve au Burkina, une partie au Mali et une partie au Niger. Donc, en termes de potentiel, l'espace AES a beaucoup de potentiel. Un potentiel qui suscite beaucoup de convoitises et qui explique les enjeux sécuritaires du moment, selon les spécialistes. Je crois personnellement que les richesses du sous-sol ont quelque chose à voir avec cette situation sécuritaire. Je crois qu'à partir d'un certain moment, certaines personnes ou bien certains États ont convoité ce qui se trouvait dans le sous-sol d'autres pays. Et c'est de là que la chose est partie. Je crois qu'il y a des puissances étrangères qui ont la main en dessous. L'exploitation de ces ressources demande de gros investissements sur la recherche et les ressources humaines compétentes et surtout une stabilité de toute la région. Il va falloir que les pays de l'AES regardent de ce côté. En réalité, les compagnies minières, les compagnies étrangères sont rentrées parce que du côté de nos États, il y a très peu d'investissements dans ce sens-là. Donc, ceux qui sont chargés de mettre en nu ces ressources du sous-sol, c'est juste peut-être pouvoir mettre en évidence des indices. Mais après, le restant de l'investissement est très lourd. Et un État peut peut-être supporter un pourcentage raisonnable. Et c'est ce que je disais, il y a des pays africains qui s'en sortent très bien. Parce que ces pays-là se posent comme des actionnaires majoritaires des projets miniers. Pendant que la compagnie étrangère est en train d'investir, l'État aussi met la main à la poche. Et lorsqu'on met en évidence la ressource, il est évident que la part de l'État aussi est proportionnelle à ce que l'État a mis là-dedans. Pour que nos États prospèrent, il faut qu'ils forment des techniciens qualifiés dans ce sens-là. Le 16 septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso signent la charte de l'Utako-Gourma qui donnera par la suite naissance à la Confédération de l'AES. Une décision qui traduit donc une bonne lecture de ces enjeux à l'heure de la reconfiguration géopolitique et géostratégique mondiale. Une délégation gouvernementale sur le chantier du mausolée Thomas Sankara en construction. Il s'agissait pour la délégation de constater l'état d'avancement des travaux. Le chantier avance bien et la livraison de l'infrastructure est prévue pour fin 2024. Suivant un extrait du ministre porte-parole du gouvernement avec Bernard Kombelem et Moumouni Wanga. D'ici à décembre prochain, ce chantier fera place à ce mausolée. Un joyau architectural en vue d'abriter les dépouilles du père de la Révolution d'août 1983, le capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune. Un trimestre avant la livraison de l'infrastructure, une forte délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre d'État, ministre en charge de la culture, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, vient s'enquérir de l'état d'avancement et encourager le personnel chargé de la réalisation de l'ouvrage. Notre présence ce matin ici, avec plusieurs membres du gouvernement, je pense que c'est le signe de l'intérêt qu'au plus haut niveau de l'État, on porte à ce chantier-là. C'est extrêmement symbolique, c'est extrêmement important, parce que c'est le mausolée qui va rendre hommage au capitaine Thomas Sankara et à ses compagnons d'infortune, assassiné le 15 octobre 1987. Nous repartons déjà très satisfaits de ce que nous avons vu. Maquette à l'appui, c'est une infrastructure qui se construit à base de matériaux locaux, dont des blocs de terre comprimés, revêtus de blocs latéritiques taillés pour prendre en compte une approche plus locale. Nous croyons que l'idée que nous avons correspond bien à la vision du président Thomas Sankara. C'était le promoteur de plusieurs domaines dans notre pays, y compris le droit et la civilité, mais aussi pour ce qui concerne l'architecture, il a été un fervent défenseur des matériaux locaux. Une architecture donc à l'image du capitaine Thomas Sankara, l'acte 1 d'un projet futuriste
si cher aux plus hautes autorités qui se concrétise. Véritablement, on est sur la bonne voie pour la réalisation de ce mausolée-là, qui est la première étape de l'ensemble architectural du mémorial Thomas Sankara, qui va inclure plusieurs autres infrastructures et aménagements tout aussi futuristes les uns que les autres. Nous voulons que ce soit un lieu véritablement de rêve. Sur 40% du délai imparti consommé, l'exécution physique est estimée à 27%. Et au dire des acteurs concernés, le plus dur est déjà réalisé. Toute chose qui présage une livraison de l'ouvrage à bonne date. Merci à tous pour votre fidélité à l'ERTM, particulièrement nos téléspectateurs de Sanga, Badjangara et Koro. C'est la fin de ce journal. Je vous dis à demain.